On va démarrer ce matin le deuxième symposium. Donc, comme vous étiez tous présents hier, vous avez profité un petit peu de tout ce qu'on a pu entendre sur l'inflammation, sur la génétique. Ça a été très dédié finalement à ces thématiques la matinée d'hier. Et ben, ça va nous donner un espèce d'aperçu pour engager cette deuxième matinée qui était, elle, dédiée effectivement à l'auto-immunité et à l'impact des hormones dans les troubles du neurodéveloppement, mais dans le développement neurologique en général. Donc c'est une matinée qui va être découpée comme hier avec deux premières sessions plénières, une pause à 11h. Et on reprendra pour la troisième session. Et comme hier aussi, on ne va pas vous donner la parole à la fin des interventions. Les trois intervenants seront présents à la fin de la matinée sur la scène et on pourra avoir des interactions avec eux pendant 1 heure. Donc gardez vos questions et s'il vous plaît, restez dans l'interactivité que vous avez mis en place hier. Alors pour débuter cette session immunité, hormones, mais aussi lien avec la génétique, je vais avoir le plaisir d'accueillir Laurent Groc. Laurent Groc qui est un de mes collaborateurs brillants de Bordeaux. Donc il nous vient de Bordeaux. Il est directeur de recherche au CNRS à l'Institut interdisciplinaire de neurosciences. Neurocampus est un neurocampus très très fourni en termes de laboratoire de recherche en neuropathologie. C'est un chercheur qui a dédié ses travaux depuis plusieurs années à la synapse glutamatergique et au récepteur NMDA. Donc il n'est pas issu du monde de l'autisme du trouble du neurodéveloppement. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les troubles cognitifs, neurologiques, les troubles psychiatriques, neuropsychiatriques. Et donc il va nous aider à mieux comprendre un petit peu les mécanismes moléculaires qui sont liés aux auto-anticorps avec ces cibles spécifiques de NMDA. Donc je te remercie Laurent et je vais te donner la parole pour 45 minutes. So you have 45 minutes, Laurent. So just Merci beaucoup Anouk. Laissez-moi d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est un très très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette Université de la Rapide. C'est ma première participation. It's my first participation and I hope I will be able to come back in the future. Comme Anouk vous le disait, le cœur de notre travail, à la fois au sein de mon équipe de l'Institut, et même comme vous allez le voir, de la collaboration avec des collègues cliniciens, on s'intéresse à essayer de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans les troubles neuropsychiatriques. Une fois qu'on a dit ça, on a posé un décor qui est un décor extrêmement large. And once we have said that, we have said a lot, but at the same time we need to understand the mechanisms in the brain, in man's brain, and of course that is a challenge and this is going to keep us busy for the decades to come and will enable us to understand the psychiatric pathologies. And of course this is a challenge that is really important to us. Et donc, le prisme que nous avons occupé depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années, c'est d'essayer de comprendre les liens entre des troubles de l'auto-immunité, c'est-à-dire que lorsque le système immunitaire se retourne contre le soi, dans l'apparition de troubles neuropsychiatriques. Et donc, je vais essayer de vous décrire avec des exemples très simples. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je serai absolument ravi de continuer à discuter avec vous. Je vais rester les 2 prochains jours, donc n'hésitez surtout pas à m'attraper dans les couloirs aux différentes pauses. Si vous avez des questions sur les différents aspects techniques sur lesquels je vais passer assez rapidement. Et donc le but de notre travail, c'était d'essayer de comprendre comment à travers cette auto-immunité, ces troubles immunitaires, on peut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire cellulaire pour évidemment améliorer le traitement et améliorer la prise en charge des patients dans le futur. Alors auto-immunité et troubles neuropsychiatriques, ça ne parle peut-être pas. Alors, faut juste que je le démarre. Psychiatric disorders is maybe not something that you are Si on regarde le lien historique entre l'auto-immunité, c'est-à-dire lorsque le corps synthétise des auto-anticorps, des anticorps qui se dirigent contre l'OM, dans le champ de la neurologie et de la psychiatrie, en fait, c'est une vieille histoire qui est assez bien connue avec, pour les cliniciens dans la salle, évidemment tout ce qui est autour de la myasthène gravis, qui est une pathologie dans laquelle les patients synthétisent des anticorps qui vont se diriger contre des récepteurs. Alors, that will be directed against receptors.
bear with me until I find the receptor function. Attendez, je refais un test. Ah si, pardon, il est là. Lorsque donc ces anticorps se dirigent contre un récepteur qui est lui-même impliqué dans la transmission neuromusculaire, et donc les patients ont des troubles moteurs absolument immenses. Et donc cette pathologie a été fortement bien décrite, et la compréhension que l'on a eue des mécanismes moléculaires a vraiment permis aussi de faire un bond en avant dans le rôle de l'auto-immunité dans des pathologies neurologiques. Mais depuis, on a ce que certains grands journaux médicaux appellent un game change, un changement de paradigme, une révolution, si on veut, qui est en cours, et ça sera un peu la conclusion de ma présentation tout à l'heure. Je ne sais pas où ça va nous amener, il faut rester humble, mais vous allez voir que les pistes ouvertes sont nombreuses et j'espère fructueuses dans le futur. Pourquoi je vous dis que c'est un changement de paradigme? C'est que depuis maintenant quelques années, alors si on prend juste ce graphe ici, vous avez les années ici sur cet axe, et puis vous avez des noms bizarres qui sont le nom des protéines à la surface des neurones qui ont été associées à une pathologie chez les patients, une pathologie auto-immune, c'est-à-dire que ces patients synthétisent des anticorps contre ces protéines à la surface des neurones. On partait d'une idée, et vous le verrez dans les aspects plutôt neuropsychiatriques, on partait d'une idée qu'il n'y avait pas vraiment de lien avec certains troubles neuropsychiatriques, c'était très lié à des troubles moteurs, et depuis donc quelques années, à la fois sur des mécanismes très différents, je ne rentre pas dans le détail ici, je serai ravi d'en discuter plus tard si vous le souhaitez, mais surtout par rapport à cette inflation absolument incroyable du nombre de patients qui étaient qualifiés comme atypiques, des patients qui étaient avec des troubles assez connexes. Depuis cette révolution en cours, la recherche d'auto-anticorps contre de nouvelles cibles m'a fait apparaître des entités Est-ce qu'on est au début d'une courbe qui va monter? Est-ce qu'on est à un plateau? Personne ne le sait. Mais en tout cas, on est sur cette phase-là aujourd'hui extrêmement excitante à la fois pour la recherche et évidemment pour la clinique et pour les patients. Ça ouvre des perspectives diverses et je vais vous montrer. Évidemment, les liens aussi auto-immunité dans les troubles comme les troubles autistiques sont évidemment des liens qui existent depuis de nombreuses années avec là aussi beaucoup de questions sur la présence, l'aspect pathogénique de certains auto-anticorps, la définition de ces auto-anticorps qui a été très longuement discutée et qui, je pense, va évoluer dans les années à venir avec l'amélioration et la meilleure compréhension de ce lien entre l'auto-immunité et les troubles neuropsychiatriques. Avec évidemment la présence de certains anticorps contre certaines de ces cibles qui, si vous l'avez vu, font partie des cibles qui maintenant, il y a à peu près moins de 10 ans, ont été détectées chez les patients et qui sont d'ailleurs en constante augmentation. Donc on retrouve des similitudes entre certaines protéines, certains récepteurs à la surface des neurones et ces auto-anticorps qui évidemment, si présents au cours du développement du cerveau, vont avoir des effets délétères à tous les niveaux. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, à la fois au niveau des connexions synaptiques, à la fois au niveau de la croissance et la migration des cellules, à la fois au niveau des cellules du système glial dans le cerveau. Bref, à peu près tous les niveaux vont être fortement impactés. Et quand on a commencé ce travail, nous, à l'échelle internationale, il y a une quinzaine d'années, le fait de rechercher un lien de causalité entre la présence de certains anticorps dans les troubles psychotiques en particulier était quand même assez difficile dans la mesure où on savait qu'il y avait chez des patients souffrant de troubles psychotiques une augmentation de l'auto-immunité, mais qui était peut-être une auto-immunité périphérique, secondaire, et certainement pas une auto-immunité active et instructive pour les différentes raisons. On a été vraiment parti sur une hypothèse, évidemment, génétique et environnementale qui reste de mise, mais je pense que les anticorps, en fait, rentrent dans cette équation aussi, je vous montrerai un exemple. Alors, quand je dis, on partait loin, en fait,
l'histoire est souvent assez taquine. Well, actually, si on story history is a bit cheeky because if we go back about less than a century ago, there were pioneer works by a German researcher who had demonstrated that if you take blood from a patient suffering from psychotic disorders and you take slices from the brain, you could see that there was what he called self-reaction, self-marking in these patients that you did not understand. You just noticed that, well, it's funny. It's as if it was marking the tissue, and that fell completely into oblivion and then came back. But this was kind of in limbo of hallway discussions, but not necessarily the forefront. So in the domain of research, un peu moins de plus de 15 ans. Et on le doit en particulier à Josep Dalmau, qui est un clinicien espagnol qui travaillait aux États-Unis à l'époque et qui a décrit ce qui s'appelle maintenant l'encéphalite anti-NMDA. Alors vous l'avez peut-être vu parce que ça a été pas mal repris dans les médias, à la fois parce que Susan Callahan, qui est une journaliste new-yorkaise, qui a écrit ce livre, qui a gagné à peu près tous les prix aux États-Unis, et qui a elle-même expérimenté cette pathologie. Et le défaut, le réflexe journalistique faisait qu'elle prenait des notes tous les jours sur l'évolution de son état. Et elle en a fait un livre. Alors Netflix a repris, et puis vous retrouvez cette pathologie dans de plus en plus de films et séries. Donc ce nom vous est peut-être familier. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière le fait que ces patients se mettent à exprimer des anticorps dirigés contre le récepteur NMDA. Je vais vous en parler dans une minute. C'est un récepteur essentiel pour les synapses excitatrices. 80% de vos synapses sont excitatrices. C'est le récepteur NMDA, il est central pour faire que vos synapses fonctionnent et qu'elles soient plastiques. Et donc, malheureusement, dans ces pathologies-là, vous avez un anticorps qui se dirige contre ce récepteur NMDA. Et la présentation, alors elle est en général assez on va dire commune, mais avec des variations importantes. Ça commence par une présentation psychiatrique principalement, hallucinations, agitations chez les enfants, des plus agitation, anxiété, irritabilité, hyperactivité, et puis ensuite on peut avoir des cas beaucoup plus catatoniques. Et puis ensuite on a souvent une détérioration de l'état avec parfois des crises d'épilepsie ou des mouvements anormaux, qui fait que les patients sont en général pris en charge pour ces problèmes particuliers. Et puis malheureusement, avant la découverte de cet anticorps, on partait sur une détérioration neurologique avec un coma et malheureusement on l'a au bout du chemin. Aujourd'hui, une immunothérapie classique à l'hôpital fait que quelques semaines, quelques mois après, les enfants sont de retour à l'école. Alors ça se présente comment? Vous voyez ici la distribution en fonction de l'âge. On retrouve principalement les patients jeunes, avec un pic autour de l'adolescence et jeune adulte, avec des présentations comme je vous l'ai décrites, si on regarde notamment chez les plus jeunes, avec des troubles du comportement, agitation, irritabilité, insomnie, parfois hallucination, et puis des troubles mémoire, des troubles d'élocution, memory or speech disorders. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi ça démarre? On ne sait pas. Je vais répondre très vite à ça. On ne sait pas, il y a plusieurs hypothèses, il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui travaillent sur cette question-là. Ça avait démarré avec une connaissance très fine, puisque ces anticorps ont été synthétisés par des cellules tumorales, un cancer de l'ovaire, qui touche évidemment que des femmes. Donc ça a démarré avec cette caractérisation, et on sait depuis qu'en fait la grande majorité des patients n'ont pas de tumeur. Et donc on est à la fois soit sur un déclenchement viral, infectieux, un terrain génétique, on ne sait pas. On tombe là sur une question qui est totalement ouverte aujourd'hui, mais qui fait qu'à un moment donné, le corps se met à synthétiser des auto-anticorps contre ce récepteur NMDA. Alors ce récepteur NMDA, je vous l'ai dit, il est au cœur de vos synapses, 80% des synapses. Il est essentiel pour la plasticité des synapses. C'est connu depuis les années 70. Pour les neurobiologistes que je suis, c'est toujours une espèce de graal, puisqu'on essaie tous de comprendre comment les synapses sont plastiques. J'espère que vous allez retenir quelque chose de cette présentation. C'est grâce à ce récepteur qui est à l'heure actuelle activé dans vos synapses, qui
fait que vous allez ajuster vos connexions et vous allez ajuster vos réseaux. Si on le bloque, il n'y a plus de plasticité. Si on le bloque, il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus de croissance des épines. Quand vous bloquez l'ensemble de ces processus-là, et que je sois chez l'enfant ou chez l'adulte, il n'y a plus d'apprentissage de mémoire. Alors, de façon très peu surprenante, s'il y a une mutation de ce récepteur NMDA receptor, ou s'il y a des altérations environnementales et ou d'auto-immunité, que ce soit au développement ou chez l'adulte, évidemment, ça conduit à des résultats catastrophiques avec des troubles neurologiques et psychiatriques absolument majeurs, qui est totalement en miroir du rôle essentiel de ce récepteur dans le alors, je rentre pas dans ce détail-là parce que je vais vous dire souvent, le récepteur il est dans la synapse, il est dans la synapse. Alors, ça peut paraître un détail, mais because when you say it's in the synapse, it's not a detail, but many of us around the world are trying to understand how it reaches the synapse. It's a very complex system. I'm not going to go into detail in this, but just to let you know that the heart of our work is that when the receptor is on the surface of the neuron, permettre la transmission, elle va permettre la plasticité. Et vous voyez que ça reste toujours un système complexe. C'est la biologie, c'est la neurobiologie, et on voit que des altérations de certains de ces processus peuvent avoir des effets catastrophiques sur la présence du récepteur NMDA. Et alors comment on regarde, je fais juste un peu en arrière, comment on regarde la présence de ces récepteurs et comment on essaie de comprendre ce qui se passe en physiologie et en pathologie. Lorsque le récepteur est à la membrane du neurone. Là aussi, il y a une révolution technologique qui a eu lieu il y a 25 ans, un prix Nobel pour 5-6 ans maintenant. Avec une nouvelle technologie qui nous a permis de voir en temps réel ce qui se passe pour un de ces récepteurs dans un réseau neuronal. Jusqu'à présent, le moyen qu'on avait à disposition, c'était de faire ce qu'on appelle de l'immunohistochimie, c'est-à-dire de marquer les récepteurs sur les tranches du cerveau, ou voir de façon très très globale dans un cerveau vivant la distribution très 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 globale de ce récepteur. Et en fait, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est que l'on a fait, qui est une révolution en biologie en général, c'est que pendant très longtemps, si je vous amène tous sur un satellite et puis on regarde, peut-être pas le croisic, parce que c'est pas le bon exemple, si on regarde Paris et l'étoile, je vous demande de me décrire le mouvement de voiture. I will ask you to describe the movement of cars around the Arc de Triomphe, and you take a photo. If I ask you to describe, et vous allez me dire, en fait, chaque fois que je prends une photo, il y a des voitures. Donc, les voitures, ça bouge pas. Each time I take photographs, there are cars, which means that cars don't move because there are always cars. Ils étaient très stables, puisque chaque fois qu'on regarde les synapses, il y a des récepteurs. Were very stable because when we look at the synapses, they were receptors. So for us, et puis après, quand même, at some point, some people said, well, let's look at it because biology is something dynamic and it's a permanent adaptation. The brain will change and connections will be established and pruned. So we look at the overall function and you remove the old cars from the Place de l'Étoile and you look at how many cars come in. So you have 50 cars per second. So the important information is that cars do move and they come in and out like 50 every 10 seconds or whatever. And you see that the receptors, we a revolution of the single molecules about 25 years ago that enabled us to detect the movement here. Vous prenez une voiture au hasard, you take one random car and you monitor the movement of that random car, and you do that again, and you do that 1,000 times, 100,000 million times, de très très nombreuses fois, et ce qui fait que vous obtenez quoi? Vous obtenez les populations. C'est-à-dire que vous voyez que les voitures qui sont garées, qui ne bougent pas, vous avez des voitures qui vont à 50 km/h, vous avez des voitures prioritaires, vous en avez qui sont complètement erratiques, the cars that will be very random, erratically moving around, lots of them around the Place de l'Étoile, and you'll have some types of cars, other types, and you have a population, 5% of them will, you know, create chaos because they will have that chaotic attitude, and others, the single molecule enables in neurology and psychiatry
psychiatry and cancerology, and to really understand things. And we are one of the pioneer labs, and what you see here, this short film, these white dots are the receptors, NMDA receptors that are marked on the surface of the neuron. The rest is the rest of neurons. We're just following one. And this movement is real time. This is what's happening in your brain just right here, right now. And all the green dots are receptors. And you see that, you know what? They're shaking. It's thermodynamic. It doesn't cost energy. If I put your brain at 0 degrees, it will be reduced. And lower than 0 degree, this will stop. But it's thermodynamics that explains the movement. It's a very stable movement. And leading us to mechanisms of understanding plasticity. And we really have to change our software. The synaptic material and the communication material is something that is shaking all the time. I'm not going to go into detail, but we have receptors that move more than others. We have marathon runners, and we have different types of receptors. And today we try to understand what is happening in pathology and in normal non-pathological. So we try to look at what is regulating this receptor. And, you know, as a side story, as an aside, we started 15 years ago by saying there is one molecule, one protein that is going to regulate, and we want to understand that one because 1 or 2 is graspable by our brain. And today we're kind of getting lost in a maze of so many molecules and hormones, sex hormones, stress hormones, which are absolutely indispensable regulators. If I put a little bit of cortisol, estrogen, I am going to change, put a major change in the way they behave. So these molecules incorporate these signals alors ce qui n'est pas très surprenant par rapport à ce que je vous disais sur le rôle essentiel du récepteur dans la plasticité, c'est que lorsque l'on induit, on s'est amusé à induire de la plasticité à un moment donné, les petits points verts, ce sont les synapses, et vous avez un récepteur qu'on a marqué ici en rouge, et on a induit de la plasticité à un moment donné. On a regardé ce qui se passait avec les récepteurs, et pour faire très court, on s'est rendu compte que pour qu'une synapse devienne plastique, c'est-à-dire qu'elle adapte sa transmission, cette synapse, elle a besoin de faire bouger ses récepteurs NMDA. Ça prend une vingtaine de minutes, et pendant 20 minutes, vous avez des récepteurs qui bougent énormément, et en fait, en bougeant énormément, il réorganise des protéines intracellulaires très importantes pour la plasticité des synapses glutamatérgiques ici. Et ce mouvement-là est absolument essentiel. Donc en fait, plus ça bouge, mieux c'est pour votre compréhension. Ce qui était un dogme absolument incompréhensible pour beaucoup de neurologistes, si c'est plastique et donc ça va de la mémoire, vous vous rappelez de choses il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, on peut imaginer que ça va rester, ça va être très stable. En fait, non, plus vous allez avoir de la stabilité et de l'encodage d'informations, en fait, plus le matériel est dynamique. C'est un changement de paradigme, ça va nous occuper encore quelques décennies. En tout cas, ça nous apporte quelque chose de vraiment fondamental qui est que comprendre ce mouvement est à la fois important pour comprendre comment on apprend et puis malheureusement comment le système to see how the system, the NMDA system, et donc la question qu'on s'est posée avec Marion Leboyer, Jérôme Honorat à Lyon, mais beaucoup de collègues européens aussi, à l'époque, c'était dans ces pathologies avec les anticyclites, on a récupéré les anticorps, on les a testés, on a montré l'impact sur le récepteur NMDA, mais dans le même temps, on s'est posé la question parce que dans le domaine, il y avait de plus en plus de cas de patients qui avaient beaucoup plus psychiatriques que neurologiques, pas de crise épilepsie ou très très peu. Et donc, il y avait vraiment une question qui était savoir est-ce qu'il y a des patients qui ont ces auto-anticorps contre ce récepteur NMDA mais qui ne sont pas en neurologie, qui ne sont pas traités pour des troubles détectés en tout cas par des troubles de l'épilepsie ou et donc on a recherché la présence des auto-anticorps dans une cohorte de patients diagnostiqués avec des troubles psychotiques et on a trouvé un peu moins une quinzaine, entre 15 et 20%, between 15 and 20%, and other studies are interesting also, which found 10 to 15% of these patients
which test positive for these antibodies, but present no epilepsy on a regardé évidemment si la première question qu'on se posait tous dans le domaine depuis l'encéphalite we have questions on était de savoir si ces anticorps étaient des antagonistes. So the question was, are these antibodies antagonists? Parfois des drogues récréatives, mais qui sont you know everything about those, sometimes what we call recreative drugs that are blockers of the NMDR receptors. And everybody said, well, it must be a molecule that is psychomimetic, such as ketamine. And we looked at the activity of the NMDR receptor in the face of high concentrations of these molecules. Nothing happens, the antibody. So it was really a question of, who cares? Who cares really? It's not doing anything. It's not antagonist. Et donc évidemment la question que on se posait, c'était pas du tout celle-là. But the question was, we know that it is so important, this dynamism, so that the antibody does not block the activity, but it makes a mess at the level of the receptor. So here you have a synapse in white, un récepteur ici en vert, receptor in green, and that part, in the part of the brain at the hippocampus, about 10 minutes, not more. And you expose the hippocampus to self-antibodies, and within a few minutes, the receptor is always on the surface, it can be activated, but it's kind of lost, and when you wonder what it is doing, my example is the GPS. Pendant longtemps, on s'est dit, mais en fait, for a long time, you say the GPS doesn't work because you need more fuel, we need more this, need more that. No, the receptor does not dysfunction. It's the GPS which is going mad. It's still there, but not at the right place. So the communication is disrupted. And we looked at this from different angles and techniques. We were able to see that the movement of these receptors outside of the synapses, and in the synapses you see that the colors are not the same. The bluer, the less movement. Outside of the synapse, it moves a lot, and the patients present with encephalitis, psychotic disorders. Alors on s'est posé la question, si c'est ça le problème, est-ce qu'on est capable d'y répondre can we address this, at least in the lab, avec non pas une molécule qui va agir sur l'expression, le récepteur, mais une molécule qui va essayer de stabiliser le récepteur. Et c'est un travail que l'on a fait récemment avec ces trois collaborateurs, Frédéric Villega à Bordeaux, dans laquelle on a regardé, on a exposé ce récepteur à des antagonistes. Donc là, on est vraiment sur des molécules qui vont bloquer l'activité du canal du récepteur. Des récepteurs, des antagonistes qui vont bloquer donc l'activation, des antagonistes dits compétitifs, et puis la kétamine, qui est une molécule dont vous avez peut-être entendu parler, qui est à la fois un anesthésique, mais aujourd'hui utilisé pour traiter des patients qui souffrent de dépression, dépression résistante au traitement, avec des effets très rapides chez ces patients. Donc là, c'est là aussi une molécule qui est en train de changer en grande partie traiter certaines pathologies. Et donc on a exposé ces récepteurs à ces différents antagonistes et on s'est rendu compte d'une chose de façon totalement fortuite, c'est que lorsque l'on expose le récepteur NMDA, des antagonistes qui n'agissent pas au même endroit, le DAP5 agit ici, il empêche le glutamate de venir activer le récepteur, alors que la kétamine se met au milieu, c'est un bouchon, elle se met au milieu du corps là, et elle bloque le bouchon. Donc deux mécanismes qui bloquent le récepteur. Et on a vu que lorsque l'on expose ces récepteurs à la kétamine, on arrête en même temps le mouvement du récepteur. We stop the movement. It takes 1 minute, it stops prend la the kétamine, movement. il s'arrête, il bouge plus de cet endroit. Alors que lorsqu'il est son activité est bloquée par ces antagonistes compétitifs, by these competitive et donc on s'est dit, antagonisms, voilà peut-être un moyen
So we thought maybe that's one possibility. On stabilise le récepteur. We stabilize the receptor, et on voit si we on block, empêche and we see if we prevent des the pathogenic effect of the autoantibodies that seem to be triggering the response. On est capable avec ces molécules faibles concentrations, on est capable de jouer sur la rétention du récepteur dans des conditions où normalement l'auto-anticorps a mis une telle pagaille sur l'organisation du récepteur à la surface qu'on retrouve beaucoup moins de récepteurs dans la synapse, ils sont à l'extérieur et ils bougent. Lorsque l'on utilise la kétamine dans certaines conditions, on est capable de préserver cette stabilisation et on est capable de restaurer une partie de la signalisation et de la plasticité. Et on est même capable de réverser des troubles comportementaux de ces souris exposées à ces auto-anticorps de patients infusés dans le cerveau en présence de Donc, ce que je vais vous dire dans un premier temps, quelques diapositives pour montrer les challenges qui sont devant nous. La première des choses, j'espère que vous retiendrez de cette présentation, c'est que comprendre les mécanismes fondamentaux fundamental mechanisms, the basic mechanisms of transmission in the brain, that has led us to a new way of thinking that it's much more dynamic than what we used to think 20 years ago. When I was showing the film that I showed you, I heard prestigious neuroscientists who said, well, no, it's not possible. And, the thing is, we needed to have the technology. And when you showed that to biophysics, they would say, well, thermodynamics, we have 37 degrees, everything will moving. But you know what? Neurology, the guys think nothing will happen. Because you know what? Memory, they think it's not moving because if it moves, everything gets lost. À re-questionner les troubles we now understand that, and we need to question the mechanisms in psychiatric disorders. Peut-être le plus parlant, and the example of autoimmunity is very striking because we are faced in the psychiatric disorders. It's not something very diffuse, it's something very spot-on specific. We don't have too many things. It's one antibody that is exactly specific at a very exactly specific place. So you start on something very well known, and in the course of time, you have an alteration of plasticity and other mechanisms. So we can sort of rewind the movie with a much better understanding, and of course, something that changed the management of these patients is that therapy with rituximab causes children who used to be in psychiatric hospitals or in the neurological section for several years in complicated cases. With this treatment, some of these kids were back to school within 2 months. So extraordinary results. So we have a movement of receptors in a plastic window, plasticity window, or movements that were not strong enough. So I wanted to show you everything that I said is true mostly on young adults and adults. But if you look on the surface of neurons in a child, so during the embryo stage or in the course of development, you multiply by 2 or 3 in terms of movement or density of movement. And that is really, of course, it makes sense because the brain is something that is an encoding machine on the run. We have movements of receptor movements. It's not it's really, really much more than what we think. And very surprisingly, if we alter if we change the movement of these receptors at the early stages in the development, and this was done with autoantibodies by colleagues in Berlin in another lab, the consequences can be just as dramatic as what I showed you, because here you alter the formation of the synapses in a lasting way and certain behaviors in the
the adult, and the plasticity of the brain in animal models and also children. Donc on a des effets absolument majeurs. We have major results, major effects, the alterations of this dynamic. Le challenge devant nous, the clinical challenge ahead of us, and here let me put on my cap of neuroscientist. Pourquoi je dis ça? And the reason why I say this is that sometimes the devil is in the details. The challenge for us is that the domain, this area has major questions on autoantibodies. These are found in all patients, but at this stage, we see that we have a spectrum. It starts with very characterized encephalitis. I will show you an example later on. We are facing a true challenge of paradigm shift in this area. It is absolutely urgent to screen, to detect, to spot. And let me stop here to say that detection is something difficult because you have to understand who is the target, what is the target, and you have to have an efficient means to do the detection and to find the targeting. And I say the devil is in the details because at this stage today it is absolutely clear that we do not have the necessary tools to detect in a reliable way between hospital centers and around the world some of these antibodies, and each lab, each hospital uses methods that are more or less different. And some years ago I thought, okay, let's take samples. I will ask my colleagues in Oxford, Amsterdam, Lyon, Cambridge, my colleagues in Lyon, and I send to all of my colleagues and tell me what is positive, negative, and each of them use different methods, and there is a real work today and awareness that very technical, technological work is essential, because as long as detection is faulty or not good enough, you will you will just miss patients, and there will be a lot of near misses. So a few years ago, colleagues from Oxford and colleagues in Germany, in the German network of the study of autoimmunity disorder in psychiatric diseses, they took a few patients diagnosed with schizophrenia who had been diagnosed for several years, and they were tested for the presence of autoantibodies to the receptor of NMDR. Some were seropositive, and they were proposed a immunotherapy, and within a few months their condition absolutely improved. And for some, it was a change of life for the patients, and same thing for our German colleagues who started working on this question. So in Bordeaux, we put in Bordeaux, and with all our French collaborators, we put a lot of effort into putting in place some methods for quantifying, quantitative methods. Quanti means that I can give you a figure, I can give you a range that the person would be positive or not, and completely automated in the sense that you are not looking over the microscope, but it can be transferred to other centers around the world. And we have completed one first part of that study, and it is now usable in a clinical flow. We have this research being conducted in France, in the UK, and also in Australia. And I think that next year we're going to have children and adult patients that we can discuss this later if you wish. And testing the presence of autoantibodies and starting with the NMDR and see if these patients test positive for this antibody, and propose randomize a proposal for immunotherapy and study the impact. So let me go back to this
curve because I want you to keep in mind this message. Let's remain very humble. We don't know where we're going. I could put my arrow here or there or wherever. Do we have a plateau? Is this going to keep shooting up? But the thing is that the number of patients and the number of profiles is just exploding. Just a few images of the German centers, which are one of the best in the world, where they have patients with schizo or affective presentations or depression with autoantibodies in cells. But we know, but we have no idea of what the cell can be. And we get this, maybe not every day, but so often. It's really a phase of where we are compiling the data. So the work that I showed you on the NMDA receptor, we've been working on it for 15 years now with a lot of progress, but we still have a long way to go, and it's a huge work and a complete change of paradigm. And we try to understand how we can have mosaics of patients and understand if there are similarities or not. So this is where we stand today. And in the years to come, the only thing that I can bet on, my wager would be on the fact that these discoveries will necessarily change the way we understand and how we treat the patients with neurodevelopmental disorders that are wider than this. And to conclude, this work is also part of the PEPR, the Plan d'Investissement France 2030. One topic is taken care of Marion Leboyer in Paris, and I am in charge of the autoimmunity arm, autoimmunity in the psychotic disorders. We're trying to understand what's taking place and trying to also get better means to detect these autoantibodies and try to accelerate the clinical studies to propose to these patients a treatment that exists. I'm not saying that we are looking at the treatment does not exist and we have to create it. It does exist, but we have to target. And we need to educate and disseminate the information. And I would like to thank my team, all my collaborators, the clinicians, researchers, French, European, and this is collective work. It's a collaborative from the lab floor to the patient's bed or patient's life. We work hand in hand. We have been working hand in hand for many years, and this is the way we need to work in the future, because we all have questions, whether they are fundamental or our questions are fundamental. We don't necessarily have the answer. That's not an issue. We need to keep investigating to understand how we can better detect to provide the patient the most adapted and the fastest clinical response. Thank you, Laurent. So we are not going to let the floor speak. I just wanted to... So what was presented here is a state-of-the-art of the innovations that exist now in the neurological area. This molecular expertise is the work product of teams who worked on neurodegenerative, neuromuscular issues. The recent innovations and the shift in paradigms came from psychiatry in pathologies that are not yet our issues. We spoke about psychosis or... So the audience has been very, very careful not to mix psychosis with... because this information comes from psychotic patients. This is why we present them to you.
But what we know now and what we changed in our way of looking at brain plasticity, but brain plasticity is something very, very important. It is important to change our paradigms and incorporate these studies so that we can include the question of learning and neurodevelopment, and so that we can use in populations that have nothing to do with our children to understand how some anomalies and synaptic dysfunctions operate, and that could give us some insight into the emergence of neurodevelopmental disorders. So I really wanted to make this point here so that we have to be careful not to mix elements, and we need to stay where we are and to keep a focus on our objective. But so this will include grown-ups without intellectual disorders. And we are going to be on technique that were developed in... So here we agree that it is in psychiatric disorders, but this is at the exploration stage. And as Laurent said, at this stage, we were not able to detect these autoantibodies in adults, but today the technique and the technology that has been innovative in the past few years enables us to have a better ability to spot these autoantibodies. So the idea is really to take advantage and leverage something that has been found. There will be no direct transmission of this understanding to our questions on autism and on ASD issues, but this gives us a light of do we also have some operation of these autoantibodies? So we are at the exploration level. It is important for knowledge and science and for the knowledge to be cross-disciplinary so that the knowledge does not exclude our children from the new findings. But I wanted to